Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir à tous et à tous. Merci de vous être déplacés en grand nombre à cette séance d'information sur l'évaluation foncière. Comme vous le savez probablement, la valeur du parc immobilier de Lac-Brome connaît une hausse moyenne dépassant 50%, plus précisément 51,8%. C'est pourquoi le Conseil a décidé d'organiser cette rencontre d'information avec les représentants de la firme indépendante d'évaluateurs agréés Jean-Pierre Cadrin et Associés pour que vous puissiez en apprendre plus sur le processus d'évaluation foncière. Merci premièrement de fermer vos cellulaires et je rappelle que ce soir, les représentants de la firme Jean-Pierre Cadrin ne pourront pas répondre aux questions sur des cas précis et personnels. S'il vous plaît, gardez vos questions et interventions pour la période de questions prévue à la fin de la rencontre. Hello, everybody. Welcome. Thank you for coming in such large numbers to this information session on property assessment. As you are probably aware, the value of Brome Lake's real estate holdings has increased by an average of over 50%, more precisely 51.8%. That's why Council has decided to organize this information meeting with representatives of the independent firm of chartered appraisers Jean-Pierre Cadrin et Associates, so that you can learn more about the property assessment process. First of all, please turn off all your cell phones, and I would like to remind you that tonight, the representatives of Jean-Pierre Cadrin will not be able to answer questions about specific personal cases, only generalized. Please save your questions and comments for the question period at the end of the meeting. Là-dessus, je passe la parole à Martin Ménard. Good evening, Martin Ménard. I'm a real estate appraiser, évaluateur agréé. Fonctionne pas? OK. Yeah, good. Hi, my name is Martin Ménard. Je suis évaluateur agréé pour la firme de chez Jean-Pierre Cadrin. J'ai probablement déjà rencontré plusieurs ou parlé à quelques personnes ici présentes dans la salle. Aujourd'hui, je vais faire la présentation français-anglais. Mon anglais n'est pas parfait. My English is not perfect. I will try to explain le plus facilement possible. It will be a short period of question at the end. So, les gens qui voudront poser des questions pourront s'exprimer à ce moment. Donc, le rôle d'évaluation 2025-26 va entrer en vigueur au mois de janvier de cette année, en 25. Donc, je vais vous expliquer, en partie en français et en anglais, comment on procède pour faire une évaluation, un rôle d'évaluation. So, let's begin. First of all, we're going to talk about balancing a role. Une équilibration de rôle, c'est quoi? After, we'll talk about important date, les dates importantes. And we'll talk about variation of properties regard different sector of the town. So, and I will explain to you how we make those evaluations. And after, if we'll talk about how we make, if we want to make a review of our property. Si on veut faire reviser notre valeur, on va vous donner également les éléments. Donc, first of all, une évaluation immobilière, pour un rôle d'évaluation, c'est une évaluation de masse. It's a mass evaluation. It's not an individual evaluation for each property. C'est une évaluation pour l'ensemble d'une ville en une fois à une date donnée. We made for one time as in a specific date. And the specific date is the market date for this assessment role is July 2023.
This is the timeline is stopped. Donc, nous faisons l'évaluation à la date de référence de juillet 2023. C'est par la loi qui nous demande sur la fiscalité municipale d'arrêter le temps. Parce qu'il faut bien comprendre que faire l'évaluation d'une ville, ça prend un an et demi avant d'arriver au résultat final. Donc, il faut bien comprendre la différence entre une évaluation de masse et une évaluation individuelle. L'évaluation de masse, ce qu'on cherche à faire, c'est de choisir et de trouver les taux provenant du marché et on l'applique à l'ensemble de la propriété. So what we are trying to make with a mass evaluation is to find out what is the rate of the market, and then we apply to all properties on the municipalities, the town. So this is the difference regard with in an individual evaluation, which we have to do as a mortgage or a selling prop. If you want to sell a property, this is two type of evaluation. Okay. Donc, l'évaluation individuelle, on va voir davantage ces évaluations-là lorsqu'on fait pour une vente ou un financement hypothécaire et on cherche à ce moment-là la valeur de la propriété à une date fixée. Balancing a role, it's what we have to do, it's to éliminer l'écart entre la valeur réelle et les valeurs inscrites au rôle en vigueur. So what we're trying to do when we're balancing a role is to reduce the difference regarding the real market value of a property and the old assessment role. So we are looking always about the sales, what's happening in your neighborhood or in the area. So the real market value is the most probable selling price of your property if you have it to sell. This is what we're trying to figure out. But we have to figure it out at 2023 timeline, market date. So, donc, lorsqu'on fait une évaluation, on cherche à évaluer les propriétés. C'est de réduire la valeur, l'écart de valeur entre le prix des transactions, qui est la valeur réelle d'un immeuble, et l'ancien rôle d'évaluation. Donc, on va faire des analyses pour nous permettre d'arriver à réduire ces écarts-là. Et c'est le processus que nous devons respecter par la réglementation sur la fiscalité municipale. C'est ce qu'on nous demande à l'article 46 de la loi sur la fiscalité municipale de procéder ainsi. On équilibre un rôle à tous les 3 ans. Toutes les municipalités, plutôt villes de plus de 5 000 habitants, sont dans l'obligation de refaire le rôle à tous les 3 ans. Donc, in English, it's an obligation for a town over 50,000 people to 5,000 people to reevaluate all the properties each 3 years. So how we make this evaluation? First of all, we have to divide it all the town in different sectors. Okay? Ce qu'on fait au départ, on va prendre la ville de Lac-Brome et on va diviser la ville en différents secteurs. Chaque secteur a des valeurs différentes. Propriété riveraine, propriété de type ferme, propriété de type multilocatif, donc ont tous des valeurs différentes. Donc, c'est pourquoi qu'on va diviser la ville en secteurs. So, at the beginning, we divide all the town in different sector. We made sector for people are on the lake. We have sector for people that are on close to the lake, or the other sector, or they are farms. So we divide the town in different sector. So then we are able to begin our study. So when everything is divided, then we're studying sales.
So, cette année, lorsqu'on a fait l'évaluation du rôle d'évaluation de Lac-Brome, nous avons été en mesure de relever beaucoup de transactions. C'est extraordinaire le nombre de ventes qu'il y a eu au cours des de la période de référence de 2022 jusqu'à 2024. Donc, on a eu environ, je vous dirais, tout près de 725 transactions. So we have about 700 transactions. So there's a lot of sales to study, and we reject about 10% of those sales because they are not good sales. What is not a good sales? As an example, if you have a daughter and you're selling your property to your daughter as lower prices, so then we're not using this sales. Even if there's a big selling price, sometimes people are selling very high because the buyer didn't know what is the market value in this area. So there's the buyer or the seller have an advantage of a party. Donc, on a eu 725 ventes de transactions dans différentes catégories pour l'équilibration du rôle 25, 26 et 27. C'est exceptionnel. On a rarement eu autant de transactions et des grosses transactions, des gros prix de transactions. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas regarder les évaluations passées. Nous, on regarde vraiment le prix des transactions. Donc, on a des transactions de terrains vacants. We got sale of vacant lots. We got sales from property, built property. And we have some condominium sales. And we have some farm sales, donc des ventes de ferme. Donc, on a divisé chacun des secteurs de la ville. On a ensuite chacune des propriétés dans différents secteurs. Donc, each type of property have now, we are ready to make study of those type of properties, so we are able to deduct what is the selling, not the selling prices, but what is the rate in square meter for a house, what is a square meter, the rate for a square meter for the land. So we're able to find out all the adjustment to make for the new evaluation. So then when we apply, we make all our study, so we're allowed to have some rate, some factors, some depreciation regard different sectors. So we call it sectors in French. We call it unité d'évaluation. So evaluation unit. So we have different evaluation unit. So we're able to get rates and depreciation for each type of sector. So then, when all this work has been done, so we're allowed to apply to the sales. So we want to know if the sales are okay with the new studies. So, donc, une fois qu'on a fait l'évaluation secteur par secteur des taux au mètre carré pour les terrains, un taux au mètre carré pour les bâtiments, les taux au mètre carré des bâtisses, on va maintenant prendre toutes les études et on va les appliquer sur les ventes. On a utilisé les ventes et on va les réappliquer sur les ventes pour voir si on arrive au prix de transaction. Et une fois que l'analyse est concluante, on va appliquer ces transactions, ces taux-là, directement à la masse. So, when our study is complete, then we put all the rate to the mass. We put it to each property. So, as I said earlier, we made a mass evaluation. So we get rate from the market. So then we apply to all property in your neighborhood, regard the sector you are in. Donc, une fois qu'on a fait toute cette analyse, on applique au marché. And then when everything is done, then we compare the variation regard the older value and the market value. So we are looking
if the variation it's okay, and if the value is okay. So each files, because each of you who owns a property, we have a file for your property. What's the file? What is in the files? It's the square meter area of your land, the square meter area of the house, and all the description what is in the house. For each house and for each land, we have the square meter area, and we have the frontage on the lake, we have the frontage on the road, we have all those information. Donc, une fois qu'on a fait l'application sur le taux du marché, on va l'appliquer à chacun des dossiers, secteur par secteur, et ça va nous donner le résultat. Et on va voir la variation que ça l'apporte, et on va toujours comparer aux ventes qui ont eu lieu dans votre secteur. Donc, ça va nous donner le résultat final. Ce qui est important lorsqu'on fait cette vérification-là, c'est de s'assurer qu'il y a un équilibre et une équité entre l'ensemble des valeurs. So what is the most important when we do this work is to get an equity regard all value in your neighborhood. Okay? So this is how I'm trying to explain it as simple as it is to understand, but there's a lot of work to do behind before we get to the final value. Okay? Donc, les dates importantes à retenir. Important date, it's the market value, the timeline, we have to stop the clock at the 1st July of 2023. So all sales happening in 2022 until the end of the deposit in 2024, we are studying those sales. So we have a few, and then we have an interval, but a period. We have a period of study. So then this study has been applied to the mass evaluation. So we have the value for each property, and this value will be in force for the next 3 years, 2025, 2026, and 2027. And the important date is April 30 of 2025. This is the deadline if you have to contest your value. If you're not agree with what we have deposited for your property, because for sure sometimes there's some information we don't have about your property. So if you find out is very wrong what we have made, so then you have the right to contest the valuation until at the end of April. Donc, les dates importantes, date de marché, 1er juillet 2023, c'est le moment où on arrête la pendule. Et c'est comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est la loi qui nous demande ça. Donc, c'est toujours 1 an et demi avant l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation. Et les dates suivantes qui sont importantes, c'est que la valeur sera en vigueur pour les années subséquentes 25, 26 et 27. On ne peut pas changer la valeur d'une propriété après la date du 30 avril 25 de la première année du rôle en vigueur. Donc, maintenant, on va rentrer dans les données comparatives. Si vous me permettez, cette section-là, je vais le faire en français au niveau des chiffres. Au niveau, Juste en français, quand vous disiez, si on voit des choses qu'on veut demander, là, à transformer dans la demande là, de modification, si on voudrait avoir, là, vous ne l'avez pas dit en français, s'il y a des choses que vous n'avez pas en main pour évaluer. Là, OK, d'accord. Pour juste faire un apostrophe sur la question, si jamais vous voyez dans votre dossier que vous voulez faire une demande de révision, nous, on a un dossier de propriété pour chacune de vos propriétés. Si, par exemple, vous avez
subi un sinistre important et que la valeur n'a jamais été revisée. Vous avez un toit qui est complètement, un bâtiment qui est complètement désuet et qui est en train de tomber sur votre propriété en ruine. Bien, ce sont des éléments pour lesquels que nous, peut-être qu'on n'a pas l'information, il y a eu un coup de vent ou des choses, c'est des genres d'informations qu'on n'a pas. Donc, normalement, le dossier est relativement complet parce que sur une période de 9 ans, l'ensemble des propriétés de la ville sont revues par une visite et une mise à jour du dossier fait. Donc, je vais le dire en anglais, I will say it in English because I didn't say in English. Each 9 years, we have to revisit all property in the town of Lake Brome. So all the information of what is on your files has been refreshed. When we visit your property, so we came to your house, we visit the exterior of the property, the interior, so we make some measurement of the property. So then we're going to make the files, we refresh all the information. So then we made a new assessment roll. Then we have all the information right. But sometimes we miss something. So then it's important to have a check on that. Okay? Ça va, monsieur? It's okay? Les zones inondables, pas inondables, mais marécageuses, puis ça, est-ce que ça rentre là-dedans aussi? On pourra répondre un peu plus tard éventuellement dans votre question. Donc, pour cette section-là, données comparatives, ce qui est ici, c'est on a la répartition de chaque utilisation des propriétés sur le territoire de Lac-Brome. Donc, c'est l'assiette immobilière. Donc, la première catégorie, nous avons la catégorie résidentielle. Residential is family houses. Okay? Nous avons 3 482 immeubles et qui totalisent une valeur de 2 700 millions et qui représentent la taille, the part of the residential, it's 81.4% of the assessment roll. L'industriel, on a pour 0.6, donc c'est l'industriel, ce sont les bâtiments industriels commerciaux, qui est la partie pour 3.1. Et l'agricole, c'est les fermes, exploitants, agriculteurs. On en a que pour 9,5 %. Les terrains vacants, ce sont tous les terrains qui ne sont pas construits. On n'en a pas 3,8. Et les terrains non imposables, ce qu'on appelle les non imposables, la dernière ligne du bas, ce sont les bâtiments qu'on va retrouver qui appartiennent à la ville, les cimetières, les églises, des terrains vacants qui peuvent appartenir au ministère des Transports, tous les éléments qui ne sont non imposables. Maintenant, je vais vous apporter au niveau du deuxième tableau, c'est encore les variations en fonction des utilisations. Vous avez deux nouvelles lignes qui est the actual assessment roll and the new one. If you look in the middle, then you will see the variation in dollars for each category. Donc, le résidentiel, nous avons une variation de 52,1 % qui nous donne 900 millions d'augmentation de valeur. L'industriel pour 4,8 millions. Le commercial pour 25 millions d'augmentation. Et l'agricole, on en a pour 104 millions. Et terrain vacant, 54 millions. Et pour le non imposable, on a 14 millions. Donc, si vous nous donne notre 51,6 % d'augmentation sur la ville de Lac-Brome. This is the 51,6% of increase for the entire entire assessment roll of the town of Lake Brome. So then we made a little
on a fait un petit jeu pour voir comment se composait l'assiette la plus importante de 80% qui était pour le résidentiel. Donc, des immeubles de un logement, single houses, the increase of 51,6%. Les deux logements, what is deux logements? It's a duplex or something like, or maybe there's two houses on the land of one property. Okay. Les quatre logements, donc vous voyez, ils ont pratiquement une variation sensiblement similaire, à l'exception de la ligne en bas, qui est le condominium. If you can see at the bottom, condominium. They got a bigger increase for the residential part. They have 81% of increase. Later, I will explain why. So this is a little chart, un petit tableau qui nous dit le prix moyen qui est intéressant pour une maison unifamiliale, single house, middle selling price, middle value, it's 770 000 pour une propriété à Lac-Brome. Le deux logements, je vous porte attention que la donnée n'est pas valable parce qu'on n'a que des propriétés qui sont des fermes qui ont deux logements à l'intérieur de ça et qui se retrouvent dans cette catégorie. Donc, 1 million pour un duplex, c'est pas la bonne valeur. Et si on va, le 4 logements, il y a peu de 4 logements. Et les autres propriétés, ça peut être différentes propriétés résidentielles. Et le condominium, le prix moyen maintenant d'un condominium en Inverness puis sur Lakeside, on va parler de 490 000, le prix moyen pour un condo. La partie où que les gens, this is the part of people are loving because we divide it as a sector for in the old town of Lake Brome. If we look, we divided all the property in sectors, okay? Donc, on a fait l'exercice de diviser les variations par secteur, par ancien ville ou village. Si on regarde le village de Foster, on a une augmentation de 54,7 %. Bonneville, secteur Bonneville-Urbain, nous qu'on appelle Bonneville-Urbain, on va se retrouver deuxième rangée de Bonneville près du dépanneur au bout du lac, avec les petits chalets et autres. Avez-vous une carte qui nous montre les différentes... Non. Moi, je suis au Lac-Brome, puis je suis dans Foster. Je comprends pas. Mais vous n'avez pas de carte. Non, j'ai pas de carte pour le moment. Si vous êtes au lac, Je suis dans Foster. Mais c'est vraiment que le riverain est complètement à part, on va le voir. Si vous êtes riverain, tout ce qui n'est pas riverain n'est pas dans le on a été divisé, le tableau, vous allez bien le comprendre. Là. Donc, Bonneville urbain, ce n'est pas du riverain. It's not shore property. Shore property is on the bottom, at the bottom. Bonneville urbain, 58 %. Hiron Hill, près de Bromont, on a une augmentation de 57,5 %. Fulford, on est à 45,8 %. Village Knowlton, qui est ici, on a une augmentation de l'ordre de 46,6 %. West Brome, on a 43,2 %. East Hill, Sugar Hill est juste ici, là. Donc, on a une augmentation sur East Hill de 53,3 %. Les condominiums, it's 82% for condominium, and it's for only properties for Inverness and the properties condo on Lakeside. This is the only variation. Can you keep your question? Vous avez village West Brome. Est-ce que c'est West Brome village et West Brome rural? There's a small village. Yeah. West Brome. Yeah, it's we didn't make the difference. It's all West Brome. Okay, we didn't make the difference. Okay. Est-ce qu'il y a des copropriétés qui ne sont pas sur le lac? Est-ce que tu peux garder vos questions pour la fin?
Sans interruption, s'il vous plaît. Oui, parfait. Donc, les Lakeside condos. Ensuite, riverain Lac-Brome. Le riverain Lac-Brome varie de 54,2%. Le riverain Lac-Brome, what I call riverain Lac-Brome, you have to be on the shore of the lake. Okay? But when we made the evaluation for people on the shore of the lake, there's different sector. This is an average for everyone on the shore, but there are variation. There's different variation regard your location. OK? Donc, ce qui est important sur le riverain, c'est la moyenne globale, mais il peut y avoir des propriétés riveraines pour lesquelles, des secteurs riverains qui varient de façon plus importante que d'autres. Ça, c'est foncier et habitation. C'est terrain et bâtisse. Donc, et les autres, ce sont tous les autres secteurs qu'on n'a pas nommés. On a une variation. Mon opinion, lorsqu'on regarde ça, c'est que le rôle a quand même une variation assez uniforme pour l'ensemble des secteurs. Si on regarde, ça varie à peu près uniforme pour à peu près tous les types ou les secteurs de propriété. Donc, ici, c'est le dernier élément pour la présentation. Ici, c'est la présentation de l'assiette fiscale. Donc, c'est ce qui est au niveau de chacune des catégories. Donc, c'est les variations en fonction des assiettes fiscales au rôle. Donc, le non-résidentiel varie de 37 % l'industriel de 30 % le 6 logements et plus de 45 % le residual, it's résidentiel. Le jargon, c'est la catégorie résidentielle. 52,3 %. L'agricole, 50,6 %, pardon. Les terrains vagues desservis, 92 %. Le forestier, ce sont les forêts, on a pour 47,5 %, qui nous donne un total de la masse de l'assiette fiscale qui varie de 51,8 %. Donc, ce sont les éléments qui ressortent du rôle d'évaluation qui entrera en vigueur à partir de 25, 26 et 27. Donc, si vous avez des questions en regard avec l'évaluation de votre propriété, on invite chacun des citoyens, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, de prendre le temps de nous appeler pour qu'on puisse faire une première vérification de votre dossier avant de vous amener à la demande de révision. Donc, if you want to have a revision before doing the revision, feel free to call us. So then we'll have a look to your property, your files, to see if there's something wrong regarding your evaluation. So then, if we're still not, we didn't find anything, if the value is okay, then we're going to be able to send to you what is okay, if it's not okay. And if it's still not agreed, so then you'll be allowed to have the revision for before the 30th of April next year's. So, ça mettrait, moi j'aurais terminé mon intervention au niveau du rôle d'évaluation des données financières. On est ouvert à répondre à certaines questions. Et comme j'ai mentionné, questions générales, s'il vous plaît. J'en ai une question, M. Léonard. Premièrement, est-ce que c'est OK d'avoir votre présentation que la Ville veut mettre sur leur site web? Sans problème. Okay, so it's going to be on the website hopefully tomorrow. So then you don't have to keep taking pictures if we go back to the slides or whatever. You'll have to go up to the microphone. Oui, bonsoir, monsieur. Vous avez mentionné le taux qui s'applique d'augmentation, le micro est allumé, qui s'appliquait aux copropriétés riveraines. Mais qu'est-ce qu'il y en est des copropriétés urbaines? Des copropriétés. Qui ne sont pas sur la en fait, les condos, vous parlez des condominiums, madame? Oui. Donc, les condominiums,
qui ne sont pas... j'ai pas fait le Ils relevé. ne sont pour- pas le 400 Lakeside. Ouais, non. Non, mais nous, on a vraiment divisé pour les plus grands immeubles de condominium dans le tableau. Si c'est nécessaire, on peut vous donner pour les autres condominiums. Mais je n'ai pas fait la statistique ce soir. Ah bon, c'est pas dans votre... Non, elle n'est pas. Pour les autres condominiums qu'on pourrait retrouver sur Knowlton, où j'ai pas sorti la statistique. Je n'ai vraiment ciblé que les 2 grosses unités de condominium qui sont un qui est sur Lakeside et l'autre qui est sur Inverness. Et si je comprends bien, dans votre processus d'évaluation, c'est uniquement la question des ventes de propriétés qui est prise en compte et non pas du tout le fait, par exemple, qu'un propriétaire aurait apporté des améliorations à son logement. Enfin, autrement dit, il n'y a aucune action d'augmentation de valeur qui peut être directement imputable à l'action d'un propriétaire. Si moi, je décide, par exemple, de mettre 50 000 dans ma propriété, ça ne va pas nécessairement affecter la valeur de ma propriété. C'est ce qui se passe autour dans mon voisinage qui va affecter la valeur. Est-ce que je comprends bien? Je vais vous apporter des nuances. Je vais l'expliquer aussi en anglais, si ça vous va après. Donc, la question, elle est intéressante. Nous, lorsqu'on fait un nouveau rôle d'évaluation, je vous ai parlé de mise à jour du dossier sur une période de 9 ans. Donc, tous les travaux qui ont été faits durant cette période-là, qui auraient été pas relevés par l'inspecteur de notre bureau et qui se retrouvent maintenant suite à la mise à jour, va être incluse dans la nouvelle valeur. De même, par contre, si vous avez demandé un permis de rénovation au cours de l'ancien rôle d'évaluation, mais normalement, on va reviser la valeur en fonction des travaux que vous avez faits, mais à une date de fin de vos travaux de rénovation. Et elle sera par la suite incluse dans le rôle suivant. Mais nous, c'est le signal, c'est le permis de rénovation de la propriété qui a été demandé à la Ville. Et là, nous, on va porter action durant le rôle, durant ça la va période. s'appliquer à la propriété À la individuelle. propriété elle-même. S'il y a une transaction sur votre propriété après rénovation, on devrait en tenir compte au moment de l'analyse des dossiers. Donc, si vous avez pour 100 000 $ d'amélioration, puis que votre propriété se vend plus cher que les autres, bien, on va Ça va être pris en compte. la tasser de côté pour l'évaluer à part. Ah oui, d'accord. Je vous remercie. Et si vous me permettez une dernière chose, chacune des ventes qui sont utilisées ont été visitées. Donc, si une propriété, des fois, les gens vont faire du home staging, vont la réparer, vont la mettre. Mais lorsque nous, on va utiliser cette transaction-là, bien, on va l'avoir visitée, on va l'avoir mis à jour. Donc, c'est fort à parier que l'écart entre le prix de la transaction et l'évaluation de cette propriété-là qui est vendue va être amenuisé au dépôt du rôle. Good evening. Good evening. My question is, I have received augmentation for my land of 92%. Can I assume that everybody else on my little tiny street has increased by 92% as well? For sure, because as I said earlier, if you have an increase of 92%, I explained it. We made some unit and sectors. So if you are the same sectors, because when we make rates, when we study rates for the land, the selling price by the rate, we divided the selling price of property with the square meter area of the property. So then we got what is paid for square meters. Okay. And then So- we apply to all your neighborhood the same square meters. And The same rate? The same by- rate. By Yeah. square meter? That square meter. Depending of the area of your property, the increase might be different from a smaller or larger land. The Well, that's percentage- dependent on the square meters. Yeah, the But the total rate, area. the It's 92%. not usually one-for-one. If you have larger area. it Alors, might- ma question est vraiment, est-ce que moi, je reçois une augmentation de 92 mais est-ce que mon voisin peut avoir 36
C'est pas impossible, mais si vous avez la même grandeur, non. Vous allez avoir le même résultat, supposé. Bonjour. Ma question, c'est que dans un secteur donné du lac Brome, on sait que, comme vous avez expliqué, ça va varier les évaluations là, pour les mètres carrés. Mais si on prend une propriété qui a une zone humide, exemple, 60% du terrain en question est une zone humide, puis le voisin, lui, ou un voisin à proximité, n'aurait pas de zone humide. Donc, lui, il peut exploiter son terrain en plus largement, sauf que quelqu'un qui aurait, exemple, 60% de zone humide, est-ce que vous l'évaluez au mètre carré la même chose que celui-là qui a un terrain qu'il peut exploiter? Parce qu'on sait que zone humide, on ne peut rien faire avec ça. Pas de culture, pas de bois, on ne peut pas le drainer, on ne peut pas rien faire. Est-ce que vous évaluez au mètre carré les deux propriétés similaires dans le même secteur, qui sont tout près, de la même manière pour le foncier? C'est une très, très bonne question. Je pourrais en parler plusieurs heures avec vous. En fait, une zone humide, tout dépendant où elle est située sur un terrain, si vous avez un usage résidentiel de votre propriété puis vous vous retrouvez avec une zone humide, ça n'a pas le même impact que si vous avez une zone humide puis vous êtes un agriculteur. Ça, déjà là, on a plusieurs éventails. Mais si on est dans un secteur de ferme et puis que c'est considéré comme une zone verte. Mais il faut le savoir qu'il est répertorié, il faut savoir qu'il existe. Bien, sur nos taxes, on le voit quand c'est zone verte, de toute façon. Oui, mais le milieu humide, il faut connaître la superficie, il faut le savoir, Exact. c'est répertorié. Mais le milieu humide est très particulier parce que dans le secteur de Lac-Brome et dans le secteur de villégiature, nous n'avons jamais été en mesure, sur les ventes de terrain d'une propriété pour lesquelles il y avait un milieu humide, on n'a jamais été capable de différencier le taux payé à l'hectare. Le prix payé que vous ayez des terrains avec des zones humides, puis que vous en faites un usage résidentiel ou forestier, les gens n'exploitent pas la forêt ici pour faire de l'argent. Ce n'est pas un élément, c'est de la villégiature davantage. Donc, le milieu humide, on n'est pas capable de le sortir et dire, bien, il vaut 2000 $ ou 2000 $ l'hectare ou 6000 ou autre. Donc, cet élément-là se perd dans la transaction. Mais quand vous avez les rapports des arpenteurs et puis vous avez toutes les zones humides qui sont bien représentées puis qui sont connues d'ailleurs, puis qu'on prend deux propriétés de la même grandeur ou à peu près, on en voit un, lui, qui peut exploiter son terrain parce qu'il n'y a pas de zone humide à 100%, puis l'autre qui a 60% de zone humide, il ne pourra pas l'exploiter. Puis celui-là, des fois, va payer plus au prorata pour le foncier que l'autre à côté. Puis ça, on peut le vérifier, c'est public. Fait que je me demande si quelqu'un demande une vérification, une révision, si on va prendre en considération la grande partie de zone humide qui paye plus cher que son voisin qui n'en a pas. Encore là, il faut faire la démonstration qu'il y a une perte de valeur à cause du milieu humide. Exact. Mais il faut la démontrer. Mais comme je viens de vous répondre, en milieu ici, dans le secteur de Lac-Brome, les acheteurs ne font aucune différence lorsqu'ils achètent un terrain avec un milieu humide ou sans milieu humide. Les gens aiment avoir des milieux humides parce qu'ils se retrouvent avec de la faune aquatique, des bestioles, des canards. Des maringouins, des des marins. mouches noires. Effectivement. Donc Les orignaux, des orignaux parfois, mais chaque marché est différent. Si je vous dirais probablement pas la même conclusion sur un milieu humide si on était en plein milieu des terres agricoles dans Saint-Césaire. C'est Saint-Hyacinthe, c'est ça. Voilà. Sauf que quelqu'un qui demeure sur place, qui voudrait exploiter ton terrain, forestier ou peu importe, ne peut pas le faire à cause d'une zone humide qui est trop grande sur son terrain. Est-ce que si quelqu'un demande une révision, vous allez le regarder quand même? Avec les documents qui sont à l'appui, oui. Merci. Pour la musique des grenouilles. Hi, if I understood you correctly, you said that your people visited all the sales in compiling this information? yeah. What period? When? Well, we usually, if we haven't inspected the property in the year before it was sold or something, then we go back and try to visit the property.
As long as somebody's there in the house and we go back until we get lucky. So you visited 745, Well, there's lots of Homes? vacant lot there, yeah. There's vacant lot. There's, and this, All the transaction that seem usable for our analysis were reviewed, yeah. and some sales, we have some doubt. So then when we have a doubt regard the selling prices and what we have appraised, so for sure, we're gonna go visit it. okay. In my neighborhood, a lot of houses are similar. So a neighbor who has a similar house to mine, I happen to know has, let's say, heated floors and an indoor sauna and various other things. And her price is the same, or her assessment is the same as mine. That's not proper. But for me to judge that, I would have to see her assessment. So do we get to see the assessments It's available on the of, web. of our neighbors? Yeah, all information for your neighbors is available on the web. Okay. But what I can say, it's very difficult to know what is in the property of your neighbors. Because all properties are different. Some have some flooring, wood flooring, others have some wood cabins, some have a swimming pool, another one. So it's very difficult to make some comparison regarding the evaluation of each property. If you're in condominium, you have the standard windows, outside area, all this stuff, about, except for the area, generally, everything is mostly standard. Then you might have somebody who had a new kitchen or a new bathroom or heated floor. These are light increase in the interest of a buyer. We might not see all of them. Okay. These need to be important, or due to, if you buy something and you know that you need to put a new kitchen, or then you might be paying less to get this, but So my house would be worth less than the neighbors with the new kitchen and, oh, sorry. Talk in the microphone because she doesn't, they don't hear you. Yes, I understand. Thank you. Yes, so my house would be worth less than the person with the heated floors and the new kitchen, right? usually, yeah, Usually. yeah. Okay. One little question. On the slips that were mailed to us, there's the square footage of the land, but not of the house. Is that correct? It's available on the assessment roll. Square meter of the property. If you go on the assessment, you'll be able to find what is the square meter area of Original the date, square meters of the property without the garage, all this stuff, and area of the land and frontage of the land on the street, not on the lake, is available on the, Okay, great. Thank you. Good evening. Thank you very much for the presentation. I have a question about the property sales. So I understand that you were basing the rate on property sales in July 2023. So as you know, during the pandemic and the time frame following the pandemic, the price of property was increased quite substantially. Did you do any adjustment in terms of dealing with the effect of the artificial increase in property sales during that time, or what could be artificial increase in sales?
Yes, for sure. Yeah? Well, July 23 is the date. If you look at your former value in the municipality regarding your newer value, you're over at least 1.5% a month for the general increase. So after 1 year, there's already almost 18% of increase in all of the transactions. So we did add some adjustment according to pre-COVID and after COVID, and there were a very specific time where the increase was more than 1.5, and we tried to level this to get our standard increase. So a transaction in July 23 probably won't be adjusted, or none, there's no adjustment on that transaction. The one year before is probably 10-15% adjusted to level with what it would have brought on the market at the July 23 market value. Okay, so if I understand correctly, you would have adjusted the property sales downward. Upward to July 23, and if the market is still growing, then we lowered the transaction after July 23. So you lowered the transaction. So in this particular case, you did make an adjustment to reduce the kind of artificial growth of, or, Well, it's not artificial. well, I know It's people, provincial. it is, It's- yes, it was, but it was, you know, people were paying a lot of You're money. still paying more than the COVID times, so for me, it's not artificial. It's Okay, The only time, It's business. yeah, the only time we have a stable market, it's a very small windows. It's when the government, as the Bank of Canada, increased the rate of the mortgage, then we have a flat, maybe about 3 or 4 months okay, of flat. There was no increase, no sales. So then, when we hit 2024, then the market growing up of 10 or 15% again. So COVID was three or four elements. There was time. It was a time for the cycle of the market. It's a cycle about 10 or 15 years. So we were there when COVID arrived. So then we received lower interest at 2% to the mortgage. There's another factors. okay, And there was the internet, high-speed internet everywhere. And there was the okay. work at home. So there's a lot of influence Yes, that's right, there to explain the high increase. okay, But we didn't see there was going backward, okay, all right. okay? Yeah, because I was a bit concerned, because there was that period where there was quite a bit of growth in property sale. It's And, still- and it's, I was hoping there would be an adjustment. Why? 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 Because eventually we'll end up paying tax. You will pay the same tax to this gentleman in the middle there. Good evening. Hi, my name's Shannon Hall, and I'm from the Bonneville area, near the end where there's Chez Moi, Chez Toi. I think everybody knows where that is. And I'm up here because I'm questioning your evaluation of the area, the land increases. I would have been happy with a 93% increase. I understood that the rates were going to go up about 50%, so I wasn't going to get too upset if my evaluation was 50%. But when I opened up my evaluation, it was more than doubled. And before getting really upset, I tried to do some investigation to find out why my evaluation had gone up 220%.
And I can see it was my land evaluations. And it went up 250%, 270%. And so I'm looking at this GoNet or GoNet tool to help, see what my neighbors are paying. And surprisingly, all the streets up at the end of Bonneville, near Frizzle, Beach Hill, St. Jude, all those residential areas, they've all gone up 250%. That's quite an increase. And I think you got it wrong. And to help put it into perspective, like I'm right on Frizzle, and I can look across the street, this new housing development where they're selling the properties, and the new lots are going for $175,000. Now, I would never pay that. I'm not in the market to buy a piece of land for $175,000. But I go and I look at the evaluation, what it's evaluated at. Yes, they're evaluated at what they're selling for, $175,000, $200,000. And they're evaluated at about $100 or less than $100 per square meter. Now, this is what you're justifying, these increases, and that's what you're measuring, your square meters per land. And all those residential areas up there at the end of Bonneville are paying $200, $225 per square meter. A little bit more, a little bit less, depending on the size of the property, as you explained. Now, if I could easily just walk across the street, trade my little lot for that nice brand new lot, I gladly would. So that's why I say, I'm paying twice as much for that lot across the street that I thought I would never be able to afford to buy. So I'm asking you, how can you justify 250% increase for a small, a residential area? I just don't understand it. What I can explain is I know you're looking about the increase in percentage, but what it was earlier, the value of your land, and what it is right now. What is in money? What is the value of your land in money? And just look at if you're possible to buy a land at this amount of money for the valuation of your land. But I'm saying my land is not worth as much as if I could go across the street, get something twice as big in a new development. But you have to compare. Don't look about the increase in percentage. Look with the increase on what is the real market of your what is the real value of a piece of land if you want to buy one. This is what you have to compare. That's what I'm saying. You're saying it's worth twice as much as if I went across the street. My land is evaluated, you're $200 per square meter. That new development's evaluated $100 per square meter. There's a reason, but right now I don't have all the study in the whole area, but for sure there's a reason. In this area, some people have access to the lake. Some don't have access to the lake. Right. You have access to the lake? I believe I do. So this is But- part of an explanation. But one street up, they're paying like $100. Yeah, Like, but- I know up on Tibbetts Hill and to Frizzle, they're evaluated at $100 per square meter. So I will not read on all the study with you right now. Yeah, But if you want to call us, No, I know. If I wanted to contest it, I wouldn't have a leg to stand on, because you would say, well, your neighbor's land's assessed at $225 per square meter. But I'm saying it's wrong. The whole area is wrong. That's all I wanted to say. Thank you. Bonsoir. 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 Bon, moi, j'ai regardé quelques propriétés, dont la mienne, mais dans le coin et aussi d'autres propriétés dans d'autres secteurs. Puis j'ai été surpris de voir dans mon coin, bon, vous avez parlé de grandeur de terrain, différents terrains, mais ça part de 16,5 d'augmentation jusqu'à 142 d'augmentation. Puis c'est que dans le même secteur, là. Puis il y a des secteurs qui sont pas tellement loin, qui sont environ 50 Puis moi, ma propriété, c'est 127 Fait que ça me surprend, parce que vous avez parlé que vous aviez mis un taux pour des régions là, semblables, c'est des terrains. Puis pour les maisons, ben ça varie de 30 à 80 La maison de 80 c'est une maison qui a été vendue. Je me dis, peut-être que quand il y a des transactions, vous prenez en compte
la valeur que les gens qui achètent donnent à la valeur de la propriété. Je vois là, comme j'ai sorti des propriétés qui sont en vente, OK, qui sont celles-ci, OK, je ne dirais pas où ce que c'est, puis tout ça, mais c'est 700 000 de plus que l'évaluation pour 2025, 26, 27, que les gens demandent. Puis les gens qui vont acheter une autre propriété, c'est 600 000. Eux, l'acheteur, il évalue cette propriété-là. Mais là, si cette vente-là m'affecte, moi, j'ai aucun business dans cette transaction-là. Là. Tu sais, c'est ça un peu aussi. Là. S'il y a des gens qui payent trop cher, OK, sur le marché, bien, ça devrait les affecter eux. Ils ont les moyens de payer. Ils ont les moyens de payer 2 400 000. Mais moi, ma propriété aux côtés, j'ai peut-être pas les moyens de payer les taxes pour une propriété de 2 400 000. Fait que c'est un peu ça, là. Puis de 16 à 142, je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer, c'est, vous disiez Internet, j'ai regardé, c'est des propriétés qui sont sur la même rue, là. Donc, C'est en campagne, mais c'est sur la même rue. il y a plusieurs questions hein, dans votre intervention. Premièrement, pour pouvoir vous expliquer, je devrais savoir où vous êtes, dans quel secteur, mais j'ai fort à parier que vous êtes sur Bonneville. Non, Bon. non, je suis Bon. dans le secteur de Bromont. OK, mais bref, Ben, on pourra prendre un détail pour vous l'expliquer, mais il y a beaucoup de facteurs qui vont varier en fonction des superficies de terrain. Parce que là, je vous ai parlé d'une évaluation de masse. Donc, lorsqu'on fait une évaluation de masse, quand j'évalue un terrain dans un secteur, je peux avoir un terrain qui a 5 000 m², puis je peux en avoir un qui a 10 000 m², puis je peux en avoir un qui a 100 000 m². Donc, nous, ce qu'on fait, comme c'est une évaluation de masse, on doit faire un taux d'évaluation pour être capable d'évaluer l'ensemble des propriétés. Donc, si la propriété type dans votre secteur pourrait être 5 000 m² et que les transactions d'une propriété de 5 000 m² vont se transiger 150 000 pour un terrain vacant et que vous aviez déjà une valeur attribuable à 150 000, mais que là, maintenant, dans ce secteur-là, les terrains de 50 000 m² sont rendus qu'ils se vendent 250 000. Donc, mais que le petit terrain de 5 000 m², lui, il n'a pas bougé de valeur. Donc, je vais composer un taux d'évaluation pour me permettre d'évaluer l'ensemble des propriétés. Donc, c'est pour ça qu'il explique les variations différentes d'un terrain en fonction d'une grandeur. Mais les secteurs, normalement, les terrains ont à peu près tous des dimensions similaires. Et ils ont été divisés soit par des contracteurs il y a quelques années ou dans d'autres, mais ils ont tous des terrains à peu près similaires. Mais nous, on va utiliser des tranches de valeur. Donc, le premier, par exemple, c'est fictif. Le premier, on pourra se parler, mais on va y aller avec des tranches dégressives. Donc, le premier 5 000 m pourrait donner 100 $ le mètre carré, qui va nous donner 50 000. Et ensuite, on va aller à la deuxième tranche, le 50 000 m² additionnel qui va nous donner 55 000. Bien, lui, on va peut-être le mettre à 5 $ le mètre carré. Donc, en bout de ligne, c'est pas parce que vous avez un très, très grand terrain qui vaut nécessairement plus cher et ou le même taux au mètre carré sur l'ensemble du terrain. Mais vous, quand vous faites le calcul, vous ne pouvez pas le voir. Il faut comparer aussi si votre terrain est en zone verte, s'il est construit, s'il est vacant, s'il y a... Oui, ça, je comprends. Il y a des zones humides qui empêchent la construction. Il y a bien des... Ça, je comprends, mais j'ai 14 évaluations. Ça passe de 16 à 142. Puis il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 que ça varie de 125 à 127. Mais c'est 16, 20, 26, 52, 61, 62, 103, 107. Mais validez les informations que je vous ai mentionnées au numéro des superficies de chacune de ces variations-là. Ouais. Vous allez trouver la réponse. OK, merci. Comme j'ai dit au début, s'il vous plaît, maintenant, on n'accepte pas des questions personnelles, des cas personnels précises.
On est ici pour les questions générales. We're here for the general question. I think this is a general question. Okay. You said that you had, somebody would come every 9 years to look at your property, inside and out. Is that right? For sure. So if you're in a condo, they come into your condo and look at, to see what you have, whether you have air conditioning, that sort of thing. But it's most difficult in the condominium because a lot of people are not living in their condo. Okay, but what my question is, it's every 9 years. Is it a specific 9 years? Like, when was the last time it was done? I don't know, but so, According to the last time it was inspected, if you had the building permit or somebody got to your property in 2020, then somebody will go back before 2021, 29. So it's not like somebody comes every 9 years and knocks on my door and says, I'm maybe going it will be to... 7 years, maybe it will be 6. If there's a sale, if you sell your property, then Okay. it will be less. It will be 6 years. Okay, so if you sell your property, it gets inspected by somebody from you people or from the town? You guys come in, Yeah. okay. So it's not a set date, it's not like every 9 years, like from now to 9 years? No. So it's different for everybody? It's different for everybody, and it's different. Why is different? Maybe you'll ask to change your cabinets. You have changed your windows. Yeah, or- I've done some work so, on the So place. then, when we'll pass through your property, then we're gonna refresh. We're gonna refresh all the information of your files. Okay. So then, will be another 9 years. So then, if there's any changing, so it will be in the process. Okay, so if I do some work in my property, then because I have to get a permit to do the work, somebody knows in the town that work is being done, and you guys will come and check it out? We'll be Okay. informed. Thank you very much. Bonsoir, merci pour la présentation. C'est une question générale que j'ai. Ça concerne la partie artificielle du prix d'une transaction d'une maison. Puis je vais vous expliquer, je ne sais pas si vous avez acheté une maison, ou vous êtes sur le marché pour acheter une maison. Moi, je l'ai été pendant des années. À Montréal, ça a commencé en 2013, peut-être un peu avant. Ici, je ne sais pas quand ça a commencé, mais quelqu'un va voir un agent d'immeuble, il annonce sa maison, disons, je prends un prix fictif, 550 000. Et vous faites une offre à 550 000, la loi dit qu'il est obligé de l'accepter. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche maintenant. Mais la loi n'a pas changé, mais tu sais très bien que pour avoir la maison, il faut que tu offres au moins 40 000, 50 000, 60 000 de plus que le prix qui est annoncé. De sorte que lorsque vous regardez toutes les transactions dans les 3 dernières années ou 4 dernières années, c'est des montants artificiels qui sont juste là parce que les gens veulent avoir une maison et ils ont essayé à plusieurs reprises et ils sont incapables d'en acheter une parce qu'ils n'ont pas offert plus. Et les agents d'immeubles jouent là-dessus, ils font de la surenchère. Ils disent, on ne prend pas d'offres, on attend on va prendre toutes les offres la même journée. Ça, c'est illégal, mais ils le font. Et les prix des maisons augmentent beaucoup à cause de ça, et non pas à cause de la valeur de la maison. Alors, des gens font des choses illégales, puis nous, on est obligé de payer ça parce que vous avez décidé que la maison que j'habite vaut plus à cause des prix artificiels qui ont été pratiqués autour de chez moi. Est-ce que c'est clair, ce que j'ai dit? Oui. Alors, pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, puis il va acheter une deuxième, une troisième maison, ça ne le dérange pas du tout. Il va offrir 100 000 de plus sur une maison qui était annoncée à 450 000. Puis là, lui, ça ne fait rien de payer les taxes. Mais ça fait monter votre évaluation des propriétés dans l'ensemble de la municipalité. Et on se retrouve tous à payer des montants de taxes, comme monsieur a fait allusion à ça tout à l'heure, qui n'avaient pas les moyens de payer des taxes sur une maison de 2 millions. Mais finalement, on se retrouve à payer ça, nous, parce qu'il y a des gens qui ont spéculé, parce que les agents d'immeubles font partie de cette... Je ne veux pas utiliser le mot conspiration, mais c'est devenu la nouvelle norme. Tu n'es pas capable d'offrir le prix. Quelqu'un dit, je te le vends,
j'annonce, tu vas au magasin, il annonce quelque chose à 50$, tu arrives là, puis il dit, ben là, il y a quelqu'un tantôt qui m'a offert 60, ça fait que là, c'est 65. C'est illégal, tout ça. Puis c'est illégal pour les maisons aussi. Mais on paye ça avec nos taxes. Bien, on ne paye pas ça avec nos taxes, mais ça fait monter le prix de nos taxes. Et ça, c'est artificiel et vous devriez considérer ça aussi. Parce que ça ne durera pas toujours. Puis ça m'étonnerait que dans 5 ans, vous allez baisser les rôles d'évaluation. On devrait taxer seulement la propriété qui a payé 4 fois trop cher. Bien, c'est parce que ces pratiques-là devraient être interdites. Et on le sait très bien que dans toutes les ventes qu'il y a eu depuis 2013 dans certains secteurs, et ici, je ne le sais pas. Moi, je suis arrivé, c'est drôle, je suis arrivé en juillet 2023, comme voyez-vous. Et je suis arrivé à la bonne date, peut-être, ou peut-être pas. Mais on sait très bien que ces prix-là sont artificiels. Ça n'a pas de rapport avec la valeur de la maison. Ce que moi, je pourrais vous dire, c'est, je ne peux pas répondre à la question sur la pratique des agents immobiliers. Vous n'avez pas acheté de maison, vous, depuis longtemps? Oui, j'ai acheté de peut-être? ma maison, inquiétez-vous pas. Oui, non, mais je veux dire... Mais ce que je peux ajouter à cette question, ou c'est une question ou une affirmation, moi, j'ai une réponse simple. Le marché va toujours corriger ou se placer par lui-même. Peu importe si vous êtes un agent immobilier, et le marché va le corriger, il va le placer. Parce que vient en fait le pouvoir d'achat des gens, vient en fait ensuite les secteurs. Il n'y a pas juste un élément. Moi, je comprends tout ça. Et j'en ai des propriétés que je pourrais vous montrer sur le marché qui sont à vendre, puis ils se vendent en bas du prix d'évaluation, puis il n'y a pas de surenchère dessus. C'est parce que l'inscripteur a inscrit la valeur au bon prix. Si c'est inscrit au bon là, prix... vous dites, non, le prix d'évaluation, puis le prix... Non, je vous parle d'inscription. D'inscription, mais vous avez dit évaluation, vous n'avez pas dit inscription. Ah, ben pardon. Okay. Mais le prix d'inscription de ces propriétés-là sont bien inscrits. Ça arrive. Mais celles qui se vendent en bas, c'est parce que c'est des propriétés qui sont inférieures au point de vue valeur intrinsèque et qui sont difficiles à vendre. Mais on n'a pas peur de ça. Ce dont on a peur, c'est les gens qui spéculent et qui offrent plus pour avoir une maison. Puis après ça, autour de nous, des maisons, la plupart des maisons ont été vendues comme ça. Donc moi, je vais payer des taxes élevées parce que il y a un prix artificiel qui est ajouté par des gens qui ont de l'argent et qui achètent des maisons. Mais écoutez, c'est votre opinion. Ben, c'est pas mon opinion, là. C'est vrai. C'est vrai, ça. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Vous ne savez pas que les agents d'immeubles trichent sur la loi? Mais je ne sais pas d'où vous venez. Je commanderai pas. Non, mais c'est ça. Ben, alors, c'est ça qui devrait être considéré, Monsieur le maire, dans l'évaluation des propriétés, puis les gens qui payent les taxes, là, et qui font face à la spéculation et qui vient à un moment donné que tu dis, mais merde, il faudrait que je vende ma maison. Tu vends ta maison parce que tu n'as plus les moyens. Vous avez payé... Puis là, tu vas te... Hein? Vous avez acheté votre maison en 2023. Oui. Mais on ne fait pas d'exemple particulier, là. Je parle en général. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est tout. OK, merci. 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 Bonsoir, merci pour la présentation. I'm curious. This whole exercise is predicated on sales, but there was no data given on the 725 sales and what type of sale it was and over which period of time. Is that proprietary? Is that We have la liste des ventes? all the transactions we receive, they need to go by the town hall and we receive them, whatever it is, condominiums, vacant lot. Because it's interesting to know where the price increases were happening. You know, whether speculation in the condominium. You've seen it in the... Kind of embedded, mais c'était pas très clair. You know, ça aurait pu être beaucoup plus clair. Comment? Ça aurait pu être beaucoup plus clair. Just by listing the transactions by category or type que vous appelez secteur. Yeah. Okay. But as in the condominium, for the example. Condominiums, terrains vacants,
every one of them, residential, Just trying to industrial. give you an example. For example, industrial, how many industrial transactions? There were 12 unités industrielles. There's no Done. transaction for industriel. Okay, but there was an increase in the value. So if you're increasing the value based on sales, how did you get to that increase in value? Yeah, but there's a lot of, it's not only, we have the market and we have the, how much is the cost to build a new house or a cost to build an industrial business or to cost, we have to figure out there's Okay, other okay. variation we have to regard to. Because it's not because there's no sales happening in one type of property. It doesn't mean that it didn't increase, because if all the mass increased, why didn't this type of property did not increase? But if we want to know, there's other place in Quebec we Okay. can see the variation, and but that we translate here. But I think a breakdown of that base data would be interesting so that we can see what's driving the prices of the rising prices over a period of time in the town of Brome Lake. Yes, but all Second, the sales, yeah. second question. You sell a house for $1 million, house and property. How do you do répartition entre la valeur du bâtiment et la valeur du terrain? First of all, we're studying sales of vacant lot. Okay? So then when we are able to establish the value of the vacant lot, so then we have the first variation, not the first variation, but the first variable. So we got the land, so then we transfer the value to the building. Because if we're starting backward, you got the selling prices, then you get the value of the land, so all the other part of the value is the building, or forward or backward. Is only one selling price, but we have to divide it by two variable. But they're always still only one selling prices. Yeah, that's right. And then final question. Do you have a map of les secteurs that you started defining? Those sectors, we didn't publish those sectors because this is our study, and all our study are not public. But if you want to have sales, the sales of if you want to know, all sales are being notaried. Everyone have to go to the notary, and if you look on a lot of if you go to Centris, so if you go to Proprio, you will see all the selling prices there. Okay. And everything, and you will see all picture of property has been sold, interior, outside. So, all the sales are public et sont enregistrés au bureau de publicité des droits. Okay. C'est comme ça qu'on a les informations. Très bien, merci. Merci. Hi, just a quick question. You guys are off the hook. It's actually for the mayor. It's a budget question. I understand. Well, we're here to discuss the Sure. evaluation. Yes, I know, but the evaluations, the increases, like the amount that we went from about 3 million to 5 billion. I understand, like the amount that our town pays to the SQ is based on the evaluations. How do you see this playing out? How much more money, or is it going to increase the amount that the town pays considerably to the SQ? Well, I was waiting to the end of the meeting, but I'll announce it now that we've already started working on the tax rate, the taux taxation, to reduce the impact on the compte de taxe, the tax bill of everybody. But at the same time, you must understand that not everybody will be totally happy with it, but some taxes will go down, others will keep the status quo, and there'll be others that will go up a bit. So, c'est juste pour dire en français, on travaille présentement sur le budget. On a déjà débuté avec des scénarios différents. Puis on va continuer de travailler parce qu'il faut que le budget soit adopté dans le début décembre, mi-décembre. Alors, c'est pour ça, pour réduire l'impact sur les contribuables. So, le taux de taxation, on va regarder ça. Il y aura des gens qui vont
probablement profiter un peu. Il y a d'autres qui vont avoir le status quo, mais il y aura d'autres qui vont avoir une hausse de taxes aussi. Non, Il n'y aura pas de baisse, c'est statu quo ou augmenté. non, il peut avoir une baisse de taxes, il peut avoir une baisse de taxes, il peut profiter d'une baisse de taxes, un status quo, alentour d'un status quo, ou une hausse de taxes aussi. I'm not answering questions, I'm not, Just one question though, that's a kind of a temporary fix though, because that always go up. pardon me? That baseline can go up. Some taxes will go up, yeah. No, I'm not talking about that. Oh, you're talking about the taux taxation? Yeah, for the next, in the next, it changes every year. It's rare that the tax rate, the mill rate, or whatever you want to call it, stays at the same level for years. Oui, monsieur, excusez-moi, monsieur Menard, mais continue avec, veux-tu prendre d'autres questions? Combien? Oui? OK. Les trois derniers. Le trois dernières. Deux questions. Qu'est-ce que c'est un terrain vague desservi? Première question, terrain vague, c'est que c'est un terrain pour lequel il n'est pas construit et qu'on retrouve les deux services d'égout et d'aqueduc devant la propriété. D'accord. Deuxième question. Pour les propriétés qui auraient été soit bâties ou rénovées pendant la période de référence, donc 2022 à 2024, qui ont eu une évaluation à ce moment-là, au moment où elles ont été bâties ou évaluées, comment vous établissez le taux d'augmentation? Première chose, si vous avez construit au cours du rôle antérieur, bien, votre date de référence se réfère à juillet 2020. Donc, les taux qui sont appliqués sur votre nouvelle construction, même si vous le faites au cours du rôle, sont basés sur les taux inférieurs. Et lorsqu'on fait le nouveau rôle, vous allez être basé sur les taux actuels de 2023. Supposons que tu construis une maison neuve en juillet 2022 pour 100 000. Puis tu obtiens une évaluation de la ville, vient de voir, puis tu obtiens une évaluation qui dit elle vaut 150 000 en juillet 2022. Le taux qui va être appliqué à cette construction-là, pour le nouveau rôle, ça ne peut pas être le même que pour celle qui avait été évaluée en 2021. Voyez-vous ce que je veux dire? Bien, en fait, on recommence à zéro. OK. On repart à zéro, on scratch. On regarde juste votre superficie de terrain, votre superficie de bâtisse, puis on remet des nouveaux taux. Qui proviennent des ventes. Peu importe votre date de construction. Nous, on est toujours basé sur des taux, sur des dates de référence. Mais s'il n'y avait pas de construction qui existait avant, à l'ancienne date de référence... On prend les anciens taux comme nos anciennes études. OK. Prends le taux de votre voisin en 2020. OK. C'est clair? Non, mais Non. c'est Ben, pas grave. On peut. Si vous avez une petite minute, Oui, je vous me l'expliquerai après. C'est une question de date. Même votre propriété, elle est construite dans un rôle d'évaluation. Moi, je dois l'apporter au rôle. Mais mes études, j'ai des études qui ont été faites antérieures. Mais si elle existait... Ben, c'est pas grave. On s'en parle après. Bonjour. Allô? Vous déterminez les valeurs des unités d'évaluation avec la valeur du terrain et du bâtiment. Vous avez mentionné que... Oui. Pardon, c'est mieux. Donc vous séparez la valeur d'un immeuble avec la valeur du bâtiment et du terrain. Vous prenez en compte principalement la valeur de vente, mais il y a aussi la valeur du coût neuf ou du coût en fait de construction, du bâtiment, juste de la partie bâtiment. Donc il y a la valeur du bâtiment, du coût neuf. Mais il y a une madame tantôt qui a parlé, mettons, de faire des rénovations. Si c'est toujours la valeur de vente qui est utilisée, donc par comparaison, est-ce que la valeur du coût importe quelque part ou nullement? Est-ce qu'il y a une pondération entre la comparaison et le coût de construction ou pas? Oui, en fait, lorsque vous procédez à des travaux de rénovation, nous, lorsqu'on fait une évaluation, on a différentes méthodes. C'est la méthode du coût ou la méthode de comparaison, et il y a aussi la méthode de revenu si vous avez un immeuble locatif. Si vous avez fait des rénovations, nous, ce qu'on va travailler suite à vos rénovations, on va travailler avec ce qu'on appelle l'âge apparent du bâtiment.
Donc, si vous aviez un âge apparent avant rénovation d'une maison qui avait un âge apparent de 25 ans, vous rénovez la cuisine, la salle de bain, mais lorsqu'on va refaire votre évaluation, on va lui donner un âge apparent de 20 ans. Donc, et chaque année entre d'âge apparent va correspondre à environ peut-être un pourcentage d'ajustement de 1 ou 2 ou 3 % par exemple, sur les éléments. Ok, merci. Mais ça donnera juste la valeur du bâtiment neuf, mais pour déterminer la valeur de l'unité d'évaluation par rapport au coût, vous prenez toujours la valeur de vente, pas la valeur de construction, j'ai l'impression, ou la valeur du coût, comme on a dit tantôt. Ben, en fait, les deux sont utilisés, là. Oui, il y a genre moitié, on prend un pourcentage des deux, on divise en deux et... Oui, mais en fait, les deux variables sont tenues en compte dans votre rénovation. On tient compte du marché, mais sauf que le marché va nous donner des taux différents sur une maison plus récente puis une maison moins récente. Plus élevé, plus la maison récente. Moins élevé, c'est les plus âgés, parce qu'il y a une détérioration du matériel, des matériaux, des toitures, etc. Donc, on va pouvoir, à ce moment-là, ajuster votre propriété en fonction des bonnes dépréciations. Et en comparant avec les comparables similaires. Ok, parfait, merci. Ça va? Oui, bonsoir. Vous avez mentionné à plusieurs reprises votre voisinage, OK? C'est la terminologie que vous utilisez. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que vous avez établi, disons, par exemple, le nombre de voisinages qui existent à Knowlton, OK? Because you talked about neighborhoods. You said we are comparing your value to your neighbors, okay? So it really depends on how you define that neighborhood. Could you shed a little light on that, please, particularly for Knowlton? How many neighborhoods we put? How many have you defined, right? Plusieurs. Evidently, but I that's like I don't know the amount, but je peux vous expliquer. I can explain how we make those in unit. Okay. First of all, we're gonna look to the zonage. First, we're gonna look the zonage. We're gonna look if there's the age of the building in this area. We're gonna look the square meter area of the typical land. We're going to look if you're close to maybe a school, because maybe a property are close to the school, there will be a different buyer for this type of property. If we have a lot of influence, we look what is influencing this area. If you are far from a grocery store, if you are far from the arena or everything. So this is how we figure out what is the neighborhood. Sometimes we are looking even the historical of the city. In the past, as an example, some neighborhood have historical what type of owner was there and what type of the value, because some neighborhood they have a lot of big value, and right next to this neighborhood there's less value. Precisely. And this neighborhood, the value is lower. And when we regard, maybe it's because they have an industrial using right behind this. Maybe there's a lot of factor to decide what is when we draw the line Right. to make the unit. Right, but in Knowlton, which has an enormous variety of property value, right? Yeah. If you look at what the multiple zones within the town of Knowlton, okay? So how many different neighborhoods roughly does that break down into? I cannot answer because Well, I don't have the Like 6, number. 12, Maybe. 20, 40, just a rough idea, maybe. okay? Maybe 15. 15, okay, rough, that's Maybe, right. I don't know, Okay, maybe 15. around a dozen? But maybe we have one in St. Paul's sectors conference. So we have one on different one for Victoria. We have different one for Lakeside. We have different one for James Street, Warren. We have I don't know how many we have. We have a lot of them. Non, parce que la question est importante, parce que quand on parle de moyenne, là, je ne travaille pas dans les statistiques, évidemment, mais quand on parle de moyenne, plus il y a des valeurs où il y a énormément d'écart, et là, vous calculez une moyenne.
si vous n'enlevez pas ce qu'on appelle en anglais the outliers, okay, if you're doing an average over an enormous spread of values, then that's going to distort your average, and that's why I was asking that question. On utilise davantage la médiane que la moyenne. La médiane que la moyenne, Et okay. la raison pour l'audience, why we use median before regard the moyenne et the average, is because at the median we are able to have the central tendency. The average, if you have a lot of sales, high sales in one area, the average will be higher. So the median, we have the middle of the transaction. So that's it. We're using median for equity. The equity, okay, thank you, all right. The other question I have is concerning, could you shed a little light for us on what impact the significant, dramatic push for development, particularly along Knowlton Road, has had on the evaluations for this as we look forward to the next 3 years? Parce qu'il y a eu énormément de développement, il y a énormément de pression, okay, de développement qui ont été déjà faits ou qui sont commencés ou qui sont en train d'être développés, là, les projets qui sont sur l'horizon, disons. Quel impact est-ce que ça a eu sur les valeurs dans les voisinages, pour utiliser votre terme, de ces développements? Parce que ça, c'est un énorme changement qui a eu lieu assez récemment. Oui, mais pour moi, je trouve que c'était peut-être un peu trop tôt pour répondre à cette question. Comme c'est en développement, on pourra le voir dans 4 ou 5 ans. Est-ce qu'il y aura un impact sur les propriétés avoisinantes? Parce que pour le moment, et cette étude-là dont vous me parlez, pour déceler cet élément-là, c'est plusieurs heures et plusieurs jours d'études. Et de le spécifier que ce point-là, précisément, impacte la valeur positivement ou négativement, il faut avoir une étude par comparaison. C'est vraiment dans le détail. Donc, si on veut être capable de déceler si un élément est positif ou négatif, il faut regarder les transactions avant cet élément-là et les transactions après cet élément-là, mais sur une période de 3, 4 ou 5 ans, parce qu'une vente ne fait pas le marché. Certainement. Donc je ne pourrais pas répondre à cette question. C'est une étude exhaustive à faire. Et là, si je ne me trompe pas, on a un marché de maisons neuves, puis un marché de plus vieille maison. village, là. On est peut-être, c'est tendancieux. Là. Il y a l'acheteur de maisons neuves, puis il y a l'acheteur du beau coin du village. Il y a aussi des commerces à proximité. Il y a des années d'études pour arriver avec une réponse qui ne sera pas claire. OK. Parce que ce que j'ai constaté, et je n'ai pas fait une étude exhaustive, comme vous mentionnez, mais ce que j'ai constaté, c'est en regardant plusieurs exemples sur le chemin Knowlton, des terrains qui sont situés directement ou qui donnent directement sur la rue Knowlton, le chemin Knowlton, je devrais dire, la valeur des terrains, pas des bâtiments, mais des terrains, ont augmenté d'une façon assez marquante versus l'augmentation de la valeur de terrain de certains de leurs voisins. Et quand je parle de voisins, là, je parle littéralement de terrains contigus. Okay? So the reason I had asked that question is because and as I said to the gentleman, I haven't done an exhaustive study and I'm not a statistician, but if one looks at the increase in the value of some of the land for property owners that is on Knowlton Road, it seems to have increased quite substantially if you look at the value compared to adjacent, like neighbors, literally neighbors, like touching on those properties. And that's why I was curious about what impact development had on the evaluation for Knowlton. En fait, c'est très difficile. En fait, si le secteur est en évolution, et là, ce qu'on se rend compte sur le chemin Knowlton, il y a davantage de commerce, il y a plus de vie, il y a plus... Donc, naturellement,
les terrains qui ont des vocations. Donc, il y a un usage qui change. Dans le temps, c'était de l'usage davantage résidentiel. Maintenant, l'usage prédominant de ce secteur-là est en train de changer. Donc, ce que ça va amener, si c'est... J'ai pas en tête exactement tout le secteur, mais un exemple, si vous êtes dans un secteur où tout était résidentiel et de plus en plus, on retrouve des propriétés commerciales ou des propriétés multilocatives, il est fort à parier que le bâtiment de la propriété résidentielle qui est adjacent va diminuer et sa valeur de terrain va augmenter dans le temps à cause de l'utilisation possible, highest and best use of the land. But the net result for the taxpayer is the same because it creates a pressure, okay, an upward pressure on their taxes, even if they are in a residential zone. Yes, but Because of what's happening as elsewhere. I say, I only looking regard the sales at what I'm studying the market. Okay. Is the only thing I can. All right. And just final small question. You mentioned when you were answering the gentleman who asked the question about how you distinguish between the value of land and the value of the building. And you made a reference to vacant lots, OK? Mais parce que quand le monsieur a mentionné tantôt ou il a demandé comment est-ce que vous établissez la différence, vous distinguez entre la valeur du terrain et la valeur d'un bâtiment, vous avez mentionné des terrains vacants, que vous regardez aussi le prix des terrains vacants pour y arriver. Mais la valeur potentielle ou la valeur marchande d'un terrain vacant dépendrait de ce qu'on pourrait mettre sur ce terrain vacant. Et voilà pourquoi on a des unités de voisinage qui sont liées en fonction du zonage qui est permis par les utilisations. OK. C'est pour ça que ça serait très intéressant de savoir combien de voisinage vous avez établi. OK. Est-ce que ça suit exactement le zonage ou est-ce que vous introduisez encore des raffinements pour arriver à vos calculs? En fait, on essaie d'en éliminer un petit peu des unités de voisinage parce que quand on en a trop, on n'est pas capable de prouver les valeurs dans toutes les unités de voisinage. Donc, le moins d'unités de voisinage, parce qu'il faut bien comprendre que l'acheteur ne va pas s'arrêter à une unité de voisinage quand il va acheter une propriété. D'un fois, ensuite, on va avoir des unités de voisinage et ensuite, on va faire aussi des groupements d'unités de voisinage. Donc, on se dit que les acheteurs et le comportement de l'acheteur dans cette unité de voisinage est le même. Donc, on va regrouper l'unité 5001, 5002, 5003, 5004 en une unité 5000. Donc, on va se retrouver avec 5 unités de voisinage à l'intérieur d'un groupe et ce groupe-là va être calculé comme tout le monde de ce groupe-là. Okay. And are you considering each of the constituent villages of the town of Brome Lake on its own, like as its own entity? Because you just talked about making comparisons between like unité de voisinage, between neighborhoods. So are you saying, okay, Fulford is one set of neighborhoods, Bonneville is one set of neighborhoods, Foster is one set of neighborhoods? Or are you looking at comparisons between the different constituent villages in this town? Parce que c'est intéressant, la question m'a été Si on compare suggérée si je comprends bien votre question, je vais vous le... C'est OK si je le dis en français? Certainement, oui. Si je comprends bien, vous me dites, est-ce que vous regardez l'ensemble de la ville pour la variation de tout le secteur? Oui, on va le regarder. Et pourquoi on va le regarder? Encore là, c'est pas parce qu'on n'a pas de vente dans un secteur que le secteur n'a pas augmenté comme l'autre à côté. J'explique toujours la limite administrative, le meilleur exemple. Vous avez le choix d'une maison identique qui est sur la limite administrative entre Bromont et Lac-Brome. Ils sont pareils, les deux maisons. Est-ce que vous allez faire la différence en tant qu'acheteur d'acheter à Bromont ou à Lac-Brome? C'est là qu'on dit que, pour ça que le comportement du marché à côté de Bromont va se comporter sensiblement comme celui de Lac-Brome. Donc, j'explique ça comme une tâche. Quand on lance une roche dans un lac, bien, il y a l'impact de la roche, puis la variation du marché s'étend sur tout le monde.
Et c'est lié, en fait, je vous l'ai mentionné, les coûts de construction, les taux d'intérêt, tout le monde est affecté par Tout ça. le monde est affecté par ça, Fait oui, que- c'est clair, oui. Fait que tout le monde a la même marché. C'est pour ça que j'ai répondu à la question de monsieur tantôt que peu importe, le marché va corriger, peu importe la méthode que les gens appliquent pour vendre une propriété, un jour, il y aura une correction du marché s'il y a lieu. Le marché va toujours ramener en fonction du pouvoir d'achat des gens et de ce qu'ils sont capables d'avoir comme paiement hypothécaire ou autre. Mais je vous dirais qu'ici à Lac-Brome, il y a quand même des maisons cossues et c'est sous beaucoup de maisons secondaires ou de la deuxième ou la troisième maison. Donc, parfois, la variable du taux hypothécaire là, est pas forte dans l'équation. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Une question. Quand une propriété se situe, un terrain qui se situe moitié en zone agricole, moitié en zone blanche, comment est-ce que vous évaluez la valeur du terrain? Est-ce que vous tenez compte de ces deux fonctions ou vocations différentes? Non, parce qu'en évaluation municipale, lorsqu'on fait de l'évaluation de masse, on ne peut pas poser l'hypothèse que la portion de zone blanche sera détachée pour la vendre ou que la portion agricole sera détachée, que ne pourra plus être construite. On ne fait pas d'hypothèse, on n'évalue qu'une seule propriété avec un grand terrain. C'est le droit de construction, qu'il soit en zone verte ou en zone blanche, et que vous avez un grand terrain. Avez-vous le droit, si vous êtes en zone verte, le terrain vaut le même prix qu'ici est en vente blanche. Parce que la demande que les gens veulent, c'est des grands terrains, avoir de l'intimité. Ils n'exploitent pas la forêt. Ils ne veulent pas vendre ou diviser leur terrain. Ce sont des domaines qu'ils achètent en milieu rural, des grandes propriétés. Mais encore là, je ne fais pas l'hypothèse que le terrain peut être cédé ou subdivisé. Mais lorsqu'on a un terrain en zone verte, vous avez une maison dessus qui a été construite, bien, vous avez votre droit de construction. Vous avez votre droit acquis en zone agricole. Donc, il vaut le même prix que votre voisin qui a une grande terre agricole à côté, pour lequel il est une seule propriété sur ce même terrain. Mais je comprends à ce moment-là, excusez-moi si je suis un peu lente, là, c'est tard, je comprends que la valeur du terrain que vous évaluez, c'est parce que j'ai constaté une grosse différence dans l'évaluation du terrain entre l'ancien rôle d'évaluation et le nouveau rôle d'évaluation. Et je me demandais si cette variation-là était liée à la façon dont vous aviez jugé du terrain, zone verte ou zone blanche, et si vous étiez aligné sur le prix d'un terrain en zone blanche pour toute la valeur de la propriété, ou si vous aviez considéré deux parties. Puis de toute façon, cette question peut s'appliquer à d'autres propriétés qui se situent dans des zones mixtes. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est un seul droit de construction sur l'ensemble de la propriété. Même s'il y a une mixité de zonage en zone rurale, c'est qu'une grande propriété qui est évaluée. On ne fait pas l'hypothèse que la portion en zone blanche peut être morcelée ou vendue. Et si vous êtes un terrain en zone verte et que vous n'avez pas de maison sur le terrain, mais celui-là va être évalué moins cher que la propriété qui a une maison dessus. Parce que lui, il ne pourra jamais mettre de résidence sur son terrain, à moins que la CPTAQ autorise. Donc, il y a des étapes. Donc, le fait qu'on a le droit de résidence, c'est lui qui vaut de l'argent. Le taux à l'hectare pour le reste de la terre, ça vaut du boisé, là. C'est l'emplacement résidentiel, ça vaut du boisé et un domaine privé. Et qu'on peut faire des activités sur le terrain, chasse, raquettes et autres. C'est le marché ici. Peu importe la zone, c'est des grands domaines, les plus grandes propriétés, c'est comme ça. C'est l'étude qu'on a. Bonsoir. Hi. Hi. I'm just curious to start. I'm just wondering as to why we had to register to come to this meeting. Like, what is that information all collected for, in a sense? I mean, it's a town meeting, so... It is us that did it because we wanted to see how many are going to register to come, because there's only a certain amount of places that we could let people in. I'm not sure the amount. There was 140 registered, so I think we're allowed to have close to 200
in this hall. So if 250, so once we got to 200, then we would tell people, I'm sorry, you'll have to wait and hear it online because it's all registered, everything. Okay, I'm just curious Yeah, no. because No, the we do- last we've two done big it- meetings have been like that, and I find it a Yeah. little bit weird considering. No, we always now mean- do it for something that we find is a real interesting subject, not for council meeting, because there's only, 15 or 20 that come. Right. But for something like this, everybody's interested in their tax rate and their evaluation and what it's going to be evaluated at, so that's why. Okay. And also on this topic per se, so I was fortunate enough, long-term, I've lived here in Fulford my entire life, and I was fortunate enough that a family member offered us a house at a low price considering the crazy prices now. So I was fortunate enough to be able to stay in town. So I just want to verbally say that I find it really awful that we have to have our evaluations of our houses go up because the next door neighbor's going and selling their house for like $1 million when ours is like not even valuated even close to that. So I would like to know, because no one else has asked, what is the procedure of fighting against this evaluation hike and how is it done? Première chose, first of all, if you not agree with the evaluation, I said the procedure is you have to, first of all, call us. So when we will check the information we got on your files. Then we will explain it, how we do the evaluation for your property, explain what is in base for the evaluation. Right. So, and if you not agree with our argue, and you're still not agree, that's it. If you not agree with what our arguing and our discussion, then you have until the 30th of April of 2025 to fill a revision form. Where do we get that? At the town hall. Okay. Okay, you fill it, you have to deposit a small amount of money. How much? I don't know, maybe 150? 300? I don't know. Depending on the amount of the assessment. I don't know, I think they changed it. I don't know. Maybe you will have to ask, but before to go there, it's okay to call us, so we will look to the evaluation. Okay, before. and then, so if I'm to understand, I say disagree with your evaluation. You're going to give me information as to why I should not Yeah. disagree, even though I can firmly tell you that my house has not had anything done to it in the last 9 years to have an increase in value, okay? And then I'm going to pay $300, let's just say $300 for the sake of an amount, $300 to contest your evaluation It's a new evaluation. as my taxes go up, is Yeah, what you're but telling me. We will make a new evaluation. It will be an individual evaluation for your property, only your. So this evaluation will be made with comparison. We will make this evaluation, the same evaluation if you get, I don't know if you get a mortgage for your property, but there's an assessor came to your property, they evaluate the property to get your mortgage. So this is the same evaluation I will make. And will not look regard who was the seller for your property. We will look for the market, because what we have to defend and we have to prove it what you can afford for your property if you have to put it on sale, regard who is the buyer. I'm not selling it. No, I understand. I understand you don't want to sell it, but the law asked me to do this and this typical of exercises. Okay, so and if you still not agree, after we have discussion, you fill the form, and then you are able to go to the trial, Tribunal Administratif du Québec, and fight your point. So I have to go to court. You have to go to court. And if you go to court, when you're going to go to court, the question is important to know. You have to defend the value of your property on the real market value of your property if you have to put it on sale. As I said earlier, this is what you have to defend. And this is what we have to do by the law and by what our profession has
ask for. So not what I paid as a mortgage, but what the value of the house is what you're telling me. Yep. Yeah. Okay. Seems like Our duty as assessor is to inscribe your property at the assessment roll, at what it was valued, whatever you paid for or whatever. It's what should have brought in a normal market. right. Okay. So if you have a similar property in your neighborhood, they should buckle up in the value. Okay. Seems a bit far. Une dernière question. Oui, la dernière. Oui, ça va être la dernière question pour ce soir. Il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas d'autres questions après. Oui, je suis. Je vais vous poser la question. Non, ok, après. Les zones inondables, j'ai vu la carte de ce qui s'en vient sur les zones inondables autour, puis dans la carte que j'ai vue. Voulez-vous parler au micro, ça m'intéresse? Ah oui, oui. Dans la carte, c'est vrai, moi je dis aux gens de parler. Alors, dans la carte que j'ai vue, tout le contour du lac est identifié par le gouvernement provincial dans ce qui s'en vient comme zone inondable. Normalement, une zone inondable, ça a un impact sur la valeur de la propriété. C'est la question, est-ce que ce qui a été identifié, ce que j'ai vu, moi, c'est tout le tour du lac, même du côté de là où les maisons sont 20 pieds plus haut que le lac, là, c'est identifié comme zone inondable. C'est une très bonne question. Encore là, comme je vous dis, je vais me référer au marché. Il y a des propriétés qui se vendent en zone inondable depuis des années et se vendent quand même au même prix qu'un autre individuel qui est dans la zone inondable. La zone inondable, si vous êtes en zone inondable, par exemple, et que vous voulez construire une nouvelle propriété en zone 0-20 ans, là, vous n'aurez pas le droit. Donc, la valeur du terrain va être impactée si il est vacant. Mais s'il est construit, vous avez le droit, vous êtes en droit acquis. Là, verra qu'est-ce que le marché nous dira. Si vous n'êtes plus, par exemple, on met dans une hypothèse que vous n'êtes plus assurable, vous ne pouvez plus faire ci, faire ça, bien là, naturellement, ça va se refléter dans le prix de transaction si je prends un risque. Hein. Si je prends un risque que je ne peux plus reconstruire ma maison, bien c'est possible que je vais payer moins. Donc, pour l'instant, c'est nouveau, c'est des nouvelles cartes, c'est de nouvelles règles qui rentrent en vigueur et on verra ce que ça va nous donner au futur. Merci. Merci à tout le monde, merci à tous et toutes. Thank you everybody for coming. Je veux remercier aussi Martin Manal, s'il vous plaît. Et son accomplice aussi à côté, je ne me souviens pas son nom. Daniel. Daniel, merci Daniel. Alors merci à tout le monde, merci.